Bonjour tout le monde. Je sais que les crypto-monnaies chutent et que c'est pas évident pour tout le monde. Je le constate qu'il plus est sur mes réseaux sociaux, à la vue des différents messages que je reçois. Malgré certaines mises en garde et malgré certaines bonnes conduites, beaucoup se retrouvent dans une situation et ont beaucoup de questions. Alors évidemment, on ne pourra pas savoir si le marché va monter ou va descendre. Je pense que vous l'avez compris depuis un petit moment, personne n'a de boule de cristal. En tout cas, il y a certaines choses à savoir, il y a un comportement à adopter et parfois quelques actions à prendre pour améliorer sa situation, pour potentiellement réduire son exposition, sa voilure et donc ses potentielles nouvelles pertes qui pourraient s'accumuler, et au contraire, quelques tips qui peuvent permettre de générer quelques profits pour amortir sa perte dans cette configuration de marché. Je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube depuis plus de 2 semaines. Ce n'est pas une question de volonté, c'est YouTube qui m'a strike. D'ailleurs, je voulais vous parler de cette situation qui met en danger ma chaîne YouTube et son avenir, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que aujourd'hui, 23 mai, il y avait autre chose à traiter que les petites problématiques de ma chaîne YouTube. C'est pour ça que ce sera ma prochaine vidéo. Aujourd'hui, on se concentre sur ce marché qui saigne, qui perd une bonne partie de sa valeur et les différentes méthodes que l'on pourrait adopter pour non seulement suivre ce marché et essayer d'anticiper la prochaine tendance, limiter ses pertes si le marché continue à perdre de la valeur et surtout maîtriser sa psychologie parce que je le rappelle, on était dans un marché qui faisait que prendre de la valeur, une hausse constante et assez fulgurante et la baisse a été d'autant plus violente puisqu'en quelques jours, le Bitcoin a rendu presque 40% de toute la valeur qu'il a eue lors de son top. La première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on ne peut pas donner les mêmes conseils à tout le monde. C'est-à-dire qu'un débutant qui n'avait rien compris, qui avait investi dans les crypto-monnaies, qui avait gagné beaucoup d'argent et qui n'avait pas du tout sécurisé son placement, ça peut être intéressant pour lui de se retirer du marché aujourd'hui, même s'il a déjà enregistré des pertes. C'est juste qu'il ne comprend tellement pas la situation dans laquelle il est. Si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, il va falloir appliquer certaines choses rapidement. À l'inverse, un débutant qui avait bien protégé son portefeuille, qui avait déjà sécurisé certains profits, lui peut encore essayer d'anticiper ce marché. Et au contraire, une personne qui maîtrise parfaitement ce marché, parfaitement sa situation et qui avait déjà un gros cash flow parce qu'il avait pris une grosse partie de ses prises de bénéfices, il y a peut-être un coup à jouer et pourquoi pas quelques opportunités aujourd'hui dans ce marché, bien que dans le rouge. Et c'est ça qui est très complexe. C'est pas d'émettre un jugement, mais c'est de bien comprendre que chaque personne, en fonction de sa propre situation, se doit de se tourner vers un comportement différent de son voisin parce qu'on n'a pas le même wallet, parce qu'on n'a pas la même exposition et surtout pas la même connaissance de ce marché. Et ça, c'est important de le comprendre. Première étape, faisons l'état des lieux de ce marché. On a un Bitcoin qui a touché à 2 reprises, qui a été effleuré les 60 000 $ durant le mois d'avril. Ensuite, ce même Bitcoin a touché une nouvelle pointe à 57 000 $ le 9 mai. Et aujourd'hui, le 23 mai, le Bitcoin statue autour des 33 000 $. Alors déjà, il faut comprendre qu'on est dans une phase où le fondamental n'a plus d'importance. C'était déjà le cas quand les cours commençaient à s'enflammer et que les crypto-monnaies prenaient beaucoup de valeur. On n'en était plus à regarder la technologie blockchain, les crypto-monnaies, comment ça va affecter le monde et le faire évoluer. On en était dans un jeu spéculatif. On a quitté du coup les fondamentaux et qui est le vrai développement de cet écosystème et on s'est intéressé à la spéculation, le pari et les variations purement financières de ces différents actifs qui sont très volatiles. Si aujourd'hui le Bitcoin vaut 33 000 $, donc 2 fois moins qu'il y a presque un mois, ce n'est absolument pas parce que la technologie est 2 fois moins fiable. Pas du tout. C'est simplement qu'il y a eu des gros vendeurs, des prises de profit et que le cours a corrigé violemment en très peu de temps. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a eu du coup certaines actualités qui ont affecté les cours. En effet, comme on est en bull run, ou du moins dans une phase où les crypto-monnaies ont pris beaucoup de valeur et ont été surmédiatisées, les médias sont un repère. Beaucoup de gens regardent les bonnes actualités pour pouvoir acheter et attendent les mauvaises news pour pouvoir vendre. Et comme on a pris l'habitude de regarder ces actualités, elles ont naturellement un très gros impact. Notamment le fait que Tesla arrête d'accepter les bitcoins, également les différentes annonces de la Chine, bref. Si l'actualité qui nous a mis dans ce mood-là vous intéresse, c'est une vidéo qui sortira d'ici 48 heures à peu près sur ma chaîne secondaire, qui reprend mon live où j'ai repris tous les points qui ont créé ce mood qui a dirigé les cours des crypto-monnaies à la baisse. En attendant, une chose est certaine, c'est pas ça qui a divisé par 2 le prix du Bitcoin. C'est bien ça qui a déclenché la roue et ensuite ce sont les vendeurs, et bel et bien l'offre et la demande qui a été réglée différemment. Beaucoup de gens se sont mis à vendre, ces gens en vendant ont fait baisser les cours, ça a enclenché plein de choses et c'est ça
qui pousse le Bitcoin à être à 33 000 $ aujourd'hui. Au début, c'était des ventes plutôt saines, des gens qui liquidaient simplement pour prendre des profits, ou qui essayaient d'anticiper l'effet de cette mauvaise news sur le marché pour se repositionner, et ensuite ça s'est accéléré. En effet, vers le 19 mai, il y a eu des gens qui ont commencé à paniquer énormément. D'ailleurs, on peut voir l'indicateur de peur qui est au plus bas depuis très très longtemps, et ça a créé énormément de FUD, c'est-à-dire de la peur, de l'incertitude et du doute. Parce que le marketing a donné un énorme impact et une énorme, on va dire, un mauvais sentiment au marché, les gens ont commencé à vendre, les prix ont baissé, et là les gens ont eu peur que ça baisse beaucoup plus. Et quand on a peur que ça baisse beaucoup plus, eh bien on va vendre, histoire de sortir du marché avant que ça baisse. Et quand on est débutant, ou quand on commence à avoir des gros volumes qu'on a peur de ne pas pouvoir exécuter au marché, on commence à faire des ordres secs, c'est-à-dire des ordres au marché. On n'essaye plus d'obtenir le meilleur prix possible de nos crypto-monnaies, on veut simplement exit, on veut sortir. On vend au plus offrant. Et ça a créé d'énormes chandelles rouges, sachant que ces chandelles rouges, ces chandelles de baisse, vont ensuite déclencher des liquidations. Pour faire très simple, qu'est-ce qu'une liquidation? Ça concerne les gens qui utilisent des effets de levier, c'est-à-dire les gens qui parient à la hausse ou à la baisse. En l'occurrence, quand les prix baissent, les gens qui avaient parié à la hausse du marché ont de plus en plus de pertes et doivent de l'argent à la plateforme. Naturellement, à un moment, ils doivent presque plus que ce qu'ils ont sur leur compte et donc la plateforme elle-même leur dit « Je suis désolé, mais je dois couper votre position ». C'est ce qu'on appelle déboucler des positions et ça vient liquider et supprimer totalement la ligne de l'investisseur en vidant son compte. La petite particularité avec les liquidations, c'est que un trader qui a acheté une crypto-monnaie, cette crypto-monnaie perd de sa valeur. Tant qu'il ne la vend pas, il n'a pas, on va dire, validé sa perte. Il reste exposé au marché. Tout comme quelqu'un qui a une crypto-monnaie qui prend de la valeur, tant qu'on ne la vend pas vers un autre actif beaucoup moins volatile, comme de l'euro, du dollar ou de l'or, on ne peut pas dire que c'est du profit. On n'a pas encore sécurisé, on n'a pas enregistré ce profit. Mais on est toujours sur le marché. Alors que dans le monde de la liquidation, c'est un pari. On prend du cash et on parie. Ça monte. Si ça monte, on a plus de cash. Ça baisse. Si ça baisse, on en a moins. Tout simplement. La particularité de cette liquidation, c'est que quand une personne a eu toutes ses positions liquidées, et que ça a tout débouclé pour pouvoir payer la plateforme, même si le cours remonte finalement comme il l'avait prévu, il n'est plus exposé et donc il ne reprend pas du cash. C'est-à-dire que la plateforme elle-même a limité la casse en faisant sortir de force ce trader qui n'a du coup plus de liquidité et ne peut plus se réexposer. Et évidemment, normalement, un trader est censé conserver une partie de sa liquidité, et même s'il est totalement liquidé, il a de la liquidité pour recommencer. Mais beaucoup de débutants qui jouent avec des effets de levier se sont fait tout simplement supprimer du marché et ne re-rentreront pas, ne réinvestiront pas. Surtout que la plupart des grosses liquidations étaient évidemment des liquidations de personnes qui visaient et qui misaient à la hausse. Et donc une bonne partie des gens qui soutenaient cette hausse constante sur les cours des crypto-monnaies et qui ne retenteront pas d'essayer de réaliser des profits cette année. Donc en plus de ces ventes au marché et de ces liquidations, ça a créé des mèches qui ont été très très bas et c'est pour ça qu'on a eu un Ether qui est passé de 2800 $ à un minimum de 1880 $ en quelques minutes en début d'après-midi le 19 mai. Et ça a été très vite. Malgré tout ça, il faut être capable de faire un état des lieux rationnel et donc dézoomer. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, le Bitcoin est aux alentours des 33 000 34 000 $, alors qu'il y a un an, en mars 2020, le Bitcoin avait atteint la valeur de 5 000 $. Ce qu'il faut être capable de se dire aujourd'hui, c'est que le Bitcoin est quand même 7 fois plus haut que sa valeur d'il y a un an. Alors si je dis ça, c'est pour deux raisons. Premièrement, dédramatiser la situation. Pour ceux qui ont acheté le Bitcoin à 60 000 $ ou à 55 000, oui, le Bitcoin est très bas, mais pour beaucoup de gens qui l'ont connu bien avant, notamment des membres de ma communauté, le Bitcoin a un très bon prix aujourd'hui. C'est toujours un Bitcoin qui est assez cher. Et si je dis ça, c'est non seulement pour dédramatiser, mais aussi pour faire comprendre à ceux qui se disent que ça ne peut pas descendre plus bas et que c'est impossible, que oui, le Bitcoin peut descendre plus bas, très clairement. Malgré tout, d'un point de vue mathématique, et si on fait une analyse de marché, le Bitcoin est toujours dans une tendance haussière, puisque la zone à venir briser, pour vraiment signaler d'un point de vue analyse technique la fin de ce mouvement haussier, c'est la zone de entre 29 et 31 000 $. Donc pour beaucoup de gens qui se demandent est-ce que c'est la fin, d'un point de vue du sentiment et d'un point de vue du rêve qui fait que les crypto-monnaies montent et ne s'arrêteront jamais de monter, oui. D'un point de vue de ce sentiment-là, c'est la fin du bull run, mais d'un point de vue technique et de son analyse, la fin du bull run sera notée par un support qui va être brisé quand le Bitcoin descendra en dessous des entre 29 et 31 000 $, plutôt durablement. Rappelons que ponctuellement ça peut descendre et ça peut remonter, mais globalement, se maintenir en dessous de cette zone de 31 000 $ trop longtemps signifierait mathématiquement la fin du bull run. Mais ce n'est toujours pas le cas puisqu'on est légèrement au-dessus.
bien que ça fait quelques jours qu'on rebondit entre 33 et 36 000 dollars et que c'est maintenant que beaucoup de choses vont se jouer. Maintenant qu'on a fait l'état des lieux du marché, d'un point de vue factuel, quel est votre état des lieux à vous, l'état des lieux de votre portefeuille? Alors attention, je ne vous parle pas du tout de faire le point de l'ATH de votre portefeuille, de compter le moment où il était le plus haut, et de comparer ça avec aujourd'hui pour calculer combien vous avez perdu. C'est pas ça que j'appelle faire le point sur un portefeuille. Combien avez-vous investi au départ? Quelle était votre mise initiale? Combien avez-vous maintenant dans votre portefeuille? Et avez-vous, oui ou non, pris des plus-values à un moment? Et combien est-ce que vous risquez toujours aujourd'hui de votre mise initiale, si vous ne l'avez pas totalement sauvegardé? Ça, c'est un point qui est important. Beaucoup de gens regardent le point le plus haut par rapport à où ils sont aujourd'hui et ils disent « j'ai perdu du temps ». Déjà, je suis désolé de vous l'apprendre si c'est votre cas, mais vous n'avez pas perdu. Si vous êtes monté mais que vous n'avez rien vendu du tout, c'était un profit qui était non réalisé. Vous n'avez pas vendu contre un actif plus stable, donc vous n'aviez pas enregistré ce profit. Il faut bien le comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que se référer à la valeur maximale de son portefeuille en permanence et le comparer à la valeur d'aujourd'hui, c'est un peu stupide. On a toujours l'impression de perdre de l'argent. Dans le monde du trading, si vous regardez le point le plus haut de votre détention d'actifs et que vous comparez ça au point d'aujourd'hui, vous serez très souvent en bas du point le plus haut, tout comme on est très souvent au-dessus du point le plus bas, évidemment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps faire ce différentiel-là, puisque ça crée aussi beaucoup de frustration qui ne vous aide pas à prendre des décisions rationnelles. Une fois que vous avez réellement calculé où vous en étiez, quel était votre capital de base et quel est votre nouveau capital aujourd'hui si vous vendez tout, là vous arrivez à peu près à connaître votre situation. Et une fois que vous avez pris cette situation et que vous connaissez à peu près votre niveau de compétence, vous allez pouvoir vous classer dans l'une des 3 catégories suivantes et je vais essayer de proposer quelques initiatives. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de l'analyse technique, mais moi, mon domaine d'expertise, c'est réellement l'analyse fondamentale de projets technologiques et de blockchain. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on s'éloigne énormément des fondamentaux quand les cours commencent à s'envoler. Et même si ce n'est pas mon métier, évidemment, je suis indexé aux crypto-monnaies. J'en ai, j'en échange, j'en détiens régulièrement et journalièrement depuis plus de 5 ans. Et donc forcément, il y a quelques comportements et quelques protections que j'ai pu mettre sur mon portefeuille qui, je l'espère, vous seront également très utiles. La première chose, c'est ceux qui, après cette explication, constatent qu'ils sont vraiment dans la panade. C'est-à-dire les personnes qui n'arrivent plus à dormir, les personnes qui sont très affectées par les pertes qu'ils ont faites, les personnes qui ont perdu des fois même une partie de leur capital initial, voire tout leur capital initial, et qui se demandent aujourd'hui du peu de crypto-monnaie qu'il leur reste, est-ce qu'il faut rester? J'ai envie de vendre pour récupérer ce qui reste, mais j'ai trop peur de ne pas profiter d'une potentielle remontée. Les gens disent que le bull run continue, tu viens même de le dire mathématiquement, mais pourtant au niveau du mood, c'est plus ça du tout. Qu'est-ce qui se passe? Et si je vends pas maintenant, je prends encore plus de risques. Mais si... Bref, cet état-là. Et je pense que vous serez très rapidement capable, surtout si vous êtes seul en train de regarder ma vidéo, capable de reconnaître que c'est votre cas. Si c'est votre cas, je pense qu'il faut limiter la casse. Je m'explique. Déjà, il faut comprendre qu'on est dans une situation où les 2 cas sont possibles. Le Bitcoin peut reprendre de la valeur et pourquoi pas aller taper les 50, 60, 70K, qui sait. Mais le Bitcoin peut aussi perdre de la valeur, descendre et briser ce support dans la zone des 30 000 dollars et descendre pourquoi pas à 15 ou à 20 000 dollars dans un scénario où il continuerait sa descente aux enfers. Ce que je veux vous dire, c'est que à partir du moment où on a conscience que les 2 scénarios sont possibles, il faut bien comprendre que ce qui fait que beaucoup de débutants ne veulent pas revendre leur dernière crypto-monnaie pour ne pas enregistrer leurs pertes, ou du moins abandonner définitivement ces profits qu'ils n'ont jamais su enregistrer quand ils étaient sur des valeurs plus hautes, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain a une aversion au risque. C'est-à-dire que si le Bitcoin remonte au prix qu'il avait avant, vous serez un petit peu soulagé. Mais déjà, ça ne veut même pas dire que vous prendrez plus de bénéfices. Beaucoup de gens seraient juste un peu soulagés de cette situation qui les a oppressés durant cette baisse fulgurante. Alors qu'au contraire, si le Bitcoin perd énormément de valeur, et pourquoi pas la moitié de la valeur qu'il a actuellement, là, vous allez vous sentir encore plus mal. Vraiment très très mal. Si vous êtes déjà dans une situation qui est psychologiquement difficile à tenir pour vous, c'est que non seulement vous n'avez pas respecté certaines règles de base, mais c'est qu'en plus, ce domaine n'est pas fait pour vous. Ou alors pas tant que vous n'aurez pas plus de recul et plus de compétences dans ce domaine. Alors je sais que je prends un risque, j'en ai conscience. Et c'est l'inverse du job de l'influenceur de dire ce genre de choses. Mon job à moi, ce serait de ne pas communiquer là-dessus, vous faites ce que vous voulez. Quand vous gagnez de l'argent, c'est grâce à vous. Quand vous en perdez, c'est à cause de vous. Tant pis, laissez-moi hors de ça. Et je sais très bien que si vous vendez aujourd'hui pour limiter la casse et que le Bitcoin remonte, certains d'entre vous vont me tenir pour responsable. Mais le plus important, c'est d'être rationnel. Et
si vous êtes dans une phase où vous ne dormez plus, vous n'êtes plus bien, vous paniquez, comme certains abonnés qui me contactent aujourd'hui et qui connaissaient les bonnes pratiques et qui ne les ont pas appliquées pour sécuriser leur portefeuille, ces gens-là se doivent de se retirer. Tout simplement parce que même si le marché remonte, ça va combler un petit peu du vide qu'ils ont aujourd'hui et ils n'en auront pas tiré les bonnes leçons parce qu'ils n'auront toujours pas les bonnes bases. Par contre, si le Bitcoin continue de plonger, là, il va y avoir des gens qui vont se mettre dans une situation qui devient dangereuse pour eux et pour leur vie en général. Et ça, c'est ce qu'il faut à tout prix absolument éviter. Et si vous pensez être au fond du trou aujourd'hui, croyez-moi, on peut réellement descendre plus bas. Pour ces débutants-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des bases à respecter. Ces bases, je vais vous les donner, et non pas pour montrer du doigt ce qui n'a pas été bien fait, d'accord? Ça ne sert à plus rien, c'est passé, c'est derrière vous, il faut avancer, mais tout simplement parce qu'il faut en avoir conscience. Surtout si vous décidez de rester et de vous intéresser toujours au milieu des crypto-monnaies, d'en acheter, d'en revendre et donc d'essayer d'en tirer du profit. Si vous n'avez pas mis cette base en place, sachez qu'elles sont nécessaires si vous voulez toujours conserver de la crypto-monnaie. Et donc même si vous ne suivez pas ce conseil qui est de vous retirer alors que vous êtes trop affecté par ce marché, essayez au moins de replacer ces bases et de les respecter à partir de maintenant. C'est toujours ça de prix. Les bases, c'est de ne jamais jouer un seul euro que vous n'êtes pas prêt à perdre. Normalement, si vous êtes très affecté aujourd'hui et que vous n'êtes pas bien psychologiquement, c'est parce que vous avez perdu des fonds que vous n'étiez pas prêt à perdre. Et donc, que vous aviez joué de l'argent que vous ne pouvez pas réellement vous permettre de voir s'envoler. Ça, il faut le comprendre. Et c'est d'ailleurs cette première règle qui fait que normalement, si vous n'êtes pas bien, vous devez limiter votre position et ne pas essayer de vous refaire. Essayer de se refaire, c'est le pire des comportements. Ça emmène à des cascades d'engagement et des biais cognitifs qui peuvent vous emmener très très bas. Pareil dans le monde du gambling, dans le monde du jeu, des casinos, etc. C'est exactement le même mood. On ne joue pas, on ne parie pas, on n'investit pas en essayant de se refaire. Le deuxième point que je pourrais donner et que je pourrais recommander, c'est d'imaginer le pire. Vous pouvez regarder combien le Bitcoin a perdu en pourcentage. Combien vous avez perdu en pourcentage sur tous vos autres actifs. Et à ce moment-là, imaginez que le Bitcoin perde encore 25, 35, voire 50% de sa valeur. Et imaginez, et quand je dis imaginer, c'est pas simplement dans votre tête, c'est calculer avec une feuille, du papier, un Excel, et réellement vous dire quelle sera la valeur de mon portefeuille si le Bitcoin continue de plonger et atteint ses valeurs. Réellement, sizer cette possibilité. Essayez de comprendre l'ampleur et essayez vraiment d'imaginer le pire. Parce que quand vous en aurez conscience, vous pourrez imaginer et vous mettre dans la position de la personne qui vit ce moment-là. Et simplement voir si encore une fois vous êtes totalement capable de l'accepter, de le comprendre. Et donc quand le marché baissera, vous comprendrez vers où vous vous dirigez. Plutôt que de faire un simple constat de vous dire « ouais non je garde, j'espère que ça va monter ». Et quand tout se sera cassé la figure, si ça se casse la figure, faire un constat et vous dire « ok, où j'en suis ?» maintenant, et à ce moment-là, vous rendre compte des pertes énormes que vous avez enregistrées. Essayez d'anticiper ce mouvement-là pour comprendre si globalement c'est fait pour vous ou non, tout simplement. Pour finir, mettez en place ou recalculez si vous l'aviez déjà votre stratégie. Une stratégie, c'est quelque chose qui n'est pas simplement dans votre tête ou une idée. C'est quelque chose qui est mathématique. On va l'installer avec des logiciels, on va prendre des positions, on va le régler. C'est-à-dire que moi, mes paliers de revente ou mes paliers d'achat, mes paliers de take profit ou de stop loss sont réglés. Si les cours sont divisés par 10 pendant la nuit, je vais perdre beaucoup d'argent évidemment, mais demain matin, j'aurai sécurisé une partie de mes positions. Parce que j'ai déjà des ordres qui font que si certaines crypto-monnaies passent en dessous d'une certaine valeur, notamment ce fameux palier entre 29 et 31 000 $ sur le Bitcoin, j'ai beaucoup d'actifs qui vont liquider naturellement parce que je vais sortir du marché pour en racheter plus quantitativement plus tard. La stratégie, c'est pas simplement dans la tête, elle doit être posée. On doit savoir qu'à tel prix, on revend tant de pourcents de sa crypto-monnaie. À tel prix, on en revend tant. Et c'est ce qui fait que même si j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai déjà pris des profits. J'ai déjà remboursé bien plus que ma mise initiale parce que j'avais conscience qu'un marché qui monte, ce n'est pas normal. Comme beaucoup d'abonnés qui me suivent depuis longtemps et qui ont connu des années entières où les marchés ne bougeaient pas beaucoup. Quand on voit le Bitcoin s'envoler et prendre 10-15% tous les jours pendant plusieurs semaines, alors on comprend naturellement que c'est une phase d'euphorie et qu'il y aura d'une manière ou d'une autre un retour à la normale. Et c'est à ce moment-là qu'on applique sa stratégie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avoir des crypto-monnaies et se dire « ouais, j'attends que ça monte, je verrai plus tard », c'est stupide. Et une personne débutante qui aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle a fait la première fois, et qui ne se remet pas des nouveaux objectifs avec une nouvelle stratégie et des nouveaux paliers de vente, c'est une personne qui, même si elle relance au pile ou face, et qu'elle a de la chance que les crypto-monnaies repartent de plus belle et que pourquoi pas le Bitcoin va taper les 80 000 $, cette personne finira tôt ou tard dans la même situation qu'aujourd'hui.
avec des pertes ou avec une hésitation, est-ce qu'il faut sortir ou pas, j'aurais pu gagner tant mais j'ai rien fait. Si vous n'avez pas de stratégie et si vous ne décidez pas d'ancrer des points de vente, vous ne sortirez jamais gagnant d'un marché financier. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui se payent et il y a des gens qui remettent le marché à la baisse. Et vous devez en faire partie, sinon vous serez juste la personne qui encourage les hausses et qui subit les baisses mais sans jamais tirer de profit du marché. Définissez donc votre stratégie si c'était pas bien fait, réorientez-la si vous en aviez une pour vous dire quels sont vos nouveaux objectifs, parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui, bien que ce ne soit pas techniquement la fin du bull run, il faut être stupide pour ne pas envisager le fait que les 60 000 $ fut le top du Bitcoin de ce bull run 2021 et qu'on a de grandes chances aujourd'hui de retourner doucement vers un marché baissier qui va prendre quelques années avant de retrouver une phase où le Bitcoin pourra plus tard et pourquoi pas plus rapidement que dans 3 ou 4 ans, qui sont les cycles que l'on a déjà connus, retaper un nouveau top. Et ne tombez surtout pas dans le syndrome du trader à aller voir n'importe quoi sur Twitter, suivre des gens qui partagent que des bonnes news en vous disant « ça peut que monter, c'est certain, regardez ça, regardez le cycle, regardez l'histoire, ce qu'elle nous a appris ». Non, aujourd'hui, on ne peut plus nier le fait qu'il y a des chances que le Bitcoin à 60K, c'était son top, que la alt season et la montée des altcoins ait déjà eu lieu et qu'on se tourne vers un bear market. Et même si ce n'est pas le cas, encore une fois, si vous n'êtes pas capable d'anticiper le pire, vous ne serez pas capable de protéger votre valeur sur le marché. Si vous avez défini vos objectifs et ces stop loss, maintenant je m'adresse à la deuxième catégorie de personnes qui sont les débutants, qui avaient pris des profits, qui avaient déjà ces bonnes bases, qui les avaient mis en place et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation psychologique compréhensible. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de ce qui s'est passé, ils n'ont pas perdu d'argent qu'ils n'étaient pas prêts à perdre ou encore mieux, ils ont déjà retiré leur mise initiale, voire plus. Ces personnes-là peuvent, bien que débutant dans une situation assez complexe, décider de jouer encore la partie et de prendre le risque de voir un Bitcoin qui peut potentiellement prendre de la valeur. Alors déjà, pourquoi j'explique que c'est un peu compliqué? Même pour les professionnels, c'est un marché qui devient un petit peu flou. En effet, un professionnel du trading va suivre des indicateurs, des analyses, des courbes et en fonction de ce que vont lui remonter ces informations-là, il va définir des asymétries. En gros, des moments où il va dire « Ok, là, j'ai plus de chances de gagner que de perdre en prenant telle décision ». Évidemment, il sait qu'il y a de la variance, il sait que même avec son analyse, il peut perdre, mais il maîtrise le montant qu'il investit à chaque fois, et globalement, il se dit, bon, je gagne plus souvent que ce que je perds, et donc sur une décision, je peux perdre, mais sur 1000 décisions, proprement, calmement et réfléchies, je gagnerai au bout du compte. Ça, c'est un trader. Le problème du monde de la crypto-monnaie, c'est qu'il y a beaucoup de débutants. C'est qu'il y a des fois des comportements irrationnels, des news qui peuvent affecter énormément le marché. Et donc même un bon trader qui fait des bonnes analyses, il peut se retrouver surpris par des mouvements irrationnels qui sortent du néant et qui étaient imprévisibles. Et c'est pour ça que certains traders, même pros, décident de prendre du recul et de ne plus jouer certaines phases-là. Même si ça peut repartir à la hausse, certains décident de circuler et de dire non. Là, globalement, c'est du pile ou face et moi, je ne joue pas à pile ou face, je trade. Ça, il faut le comprendre. Et il faut l'avoir en tête si vous décidez d'essayer d'avoir et d'aller chercher un Bitcoin qui reprend de la valeur. Si vous le décidez malgré tout, rappelez-vous bien de ces bases à respecter, de votre stratégie, de mes erreurs de débutant. Si ça vous intéresse, je vous remets la vidéo. Et maintenant, je peux vous donner 2-3 méthodes que j'utilise pour essayer de lisser mes pertes et d'amortir la perte de valeur de mon portefeuille. La toute première, c'est de se concentrer sur les plus gros actifs, principalement le Bitcoin. Je pense que vous l'avez vu et vous pourrez le constater dans la majeure partie des baisses, pas tout le temps, mais c'est le cas dans 80% des cas. Le Bitcoin perd, mais perd moins que les autres valeurs. Faut vraiment voir le marché comme un corps humain, d'accord? Le Bitcoin, c'est son cœur. C'est-à-dire que quand qu'il y a un problème, naturellement, l'organisme va remonter des flux vers le Bitcoin, car on doit protéger le cœur, c'est le plus important dans le corps, d'accord? Et naturellement, ça va absorber du sang et de la liquidité du coup dans tous les autres petits jetons, petits projets pour remonter par le Bitcoin. Déjà parce que c'est le plus gros actif et ensuite parce que c'est une passerelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de crypto-monnaies ont un cours en Bitcoin et pas en euros directement. Donc même si vous voulez vous désexposer et retourner à de l'euro ou du dollar, vous devez passer par du Bitcoin. Et c'est pour ça que naturellement, comme le Bitcoin est un chemin que l'on ne peut pas bypasser pour sortir de beaucoup de crypto-monnaies, le Bitcoin va avoir toujours une certaine demande et donc des acheteurs, en gros des personnes qui vont alimenter leur portefeuille en Bitcoin, bien que ce soit parfois temporaire. Recentrez-vous sur certains de ces actifs. Je ne parle même pas de ceux qui ont des effets de levier, car pour moi, ceux-là, ils ont vraiment envie de se brûler les ailes. À part leur dire de diminuer leur levier, il n'y a pas grand-chose à leur dire. Le marché est déjà suffisamment volatile au spot pour avoir envie de mettre des accélérateurs qui montent ou qui descendent encore plus vite que ce que le marché nous fait déjà. Donc, recentrez-vous sur du Bitcoin, et si vous êtes sur des petits altcoins, recentrez-vous sur des monnaies un peu plus grosses. La volatilité sera naturellement plus faible. C'est un peu
fou de vous dire ça, mais là où l'Ether a réussi à perdre 21% aujourd'hui, certains altcoins ont perdu 45%. Et le Bitcoin, lui, en est aujourd'hui à 14%. Donc naturellement, le but, c'est pas de gagner, parce que tout le monde perd de l'argent. Votre but à vous, c'est de perdre moins et d'amortir. On parle bien d'un amortissement de la perte de valeur, surtout si vous voulez rester sur ce marché. La deuxième petite méthode que je pourrais vous donner, c'est de jump de stablecoin en stablecoin. En effet, énormément de gens vont se tourner vers l'USDT, l'USDC, le DAI, le BUSD, bref, les stablecoins, des crypto-monnaies adossées à l'euro ou au dollar qui vont rester stables. Et ces crypto-monnaies-là ont des cours qui varient, généralement entre 99 cents et 1,01 $ pour la plupart d'entre elles. Parce que quand il y a des gros acheteurs ou des gros vendeurs, ça bouge un peu les prix et naturellement l'algorithme vient réguler pour que ça revienne à 1 $. Quand il y a des mouvements de panique, d'accord, en plus de ça, des cascades d'engagement par liquidation sur les marchés, des gens qui vendent d'un coup, il y a énormément de gens qui achètent des stablecoins et ça dérègle les cours. Ça les dérègle énormément. Et il y a des fois des gens qui essayent de racheter de la crypto-monnaie au bon prix et donc ils vont vendre. Ça va dérégler encore plus. Et vous pouvez vous retrouver des fois avec des stablecoins qui ont des écarts de 3 à 4%. Pour vous donner un ordre d'idée, le 19 décembre, j'ai réussi à faire un saut d'un stablecoin à un autre à presque 7% de décalage. Et pas besoin d'être un génie pour faire ça ou d'avoir un logiciel. Si vous en avez, que vous les maîtrisez, tant mieux, mais j'ai rien à vous apprendre. Par contre, rien que sur Kraken, regardez un montant que vous avez en euros, vous le changez en dollars ou vous le changez en DAI, vous n'avez pas déjà la même quantité. Moi, je m'amuse à rester sur des stablecoins, donc je pars de l'USDT et je vais regarder l'USDC et le DAI, qui sont deux autres gros stablecoins qui varient beaucoup. L'un qui est vraiment assujetti au marché et à sa demande et l'autre qui est le DAI qui a un peu plus de volatilité encore parce que c'est un algorithme totalement décentralisé. Et des fois, vous pouvez passer d'un stablecoin à un autre, faire un saut et par exemple pour 1000 $ de jetons en obtenir 1070 et quelques heures après revenir de ces 1070 à 1080 ou 1090 sur la première monnaie. C'est idiot, mais en restant attentif à ça, surtout si vous vous êtes déjà bien protégé et donc que vous êtes calme et que vous n'êtes pas pris par vos sentiments, vous pouvez attendre le bon moment et gagner entre 4 et 8% sur des journées de baisse. Si en plus de ça vous étiez sur du Bitcoin, que vous avez perdu 14 ou 15% et que vous enlevez 8% à cette baisse, vous vous retrouvez à avoir perdu 7 ou 8% là où certaines personnes sur les altcoins sont entre 20 à 40. Ce que je veux vous dire, c'est que ces petites pièces qu'on va pouvoir récupérer et cet amortissement lors d'une baisse vous permet réellement sur le long terme de faire la différence. Et il faut se concentrer là-dessus. Maintenant, je vais m'adresser au troisième profil, celui les plus grandes têtes brûlées et ceux qui veulent vraiment prendre des risques, qui sont prêts à le prendre. Je ne remettrai pas de disclaimer là-dessus. Ces gens-là savent très bien qu'ils jouent de l'argent qu'ils peuvent perdre. Ils ont déjà validé les 3-4 étapes que je viens de mentionner et surtout, ils ont de la liquidité à perdre et ils veulent tenter le coup. C'est risqué, je ne le conseille pas. Je me retrouve moi-même, pourtant je ne considère pas que je suis un débutant, je me retrouve moi-même à perdre des fonds parfois en faisant ça, mais il y a quelques trucs intéressants. Je vous recommande de l'observer pour le coup, car c'est assez intéressant à voir. La première chose, c'est d'aller laisser traîner des ordres dans les tréfonds des order books des exchanges. Déjà, si vous n'avez pas compris cette phrase, c'est que ça ne vous concerne pas. En gros, ce qui se passe, c'est quand il y a des grosses chandelles de panique, on peut se rendre compte que ce n'est pas une correction, mais que c'est bel et bien un effet d'emballement. Des gens qui vendent des effets de liquidation et des cours qui descendent quelques secondes très très bas. J'ai réussi, en laissant traîner des ordres à 1800 $, 1900 $, 1500 $ pour Ether, alors qu'il était à 2800 $ quelques heures avant, à choper des Ethers à 1900 $ le 19 mai. C'est-à-dire que j'ai mis des petits ordres avec des petits montants. Attention, j'ai pas mis des gros montants parce que je savais que je pouvais tout perdre. Et j'ai laissé traîner dans l'ordre en disant, bon ben, si l'Ether atteint les 1900 $, j'en achète un. Si l'Ether atteint les 1600 $, j'en achète 5. Si l'Ether atteint les 900 $, là j'en achète 10. Par exemple. Et j'ai réussi à valider un ou deux de mes ordres, et comme on était dans un effet d'emballement, et donc que c'était une chandelle qui devenait irrationnelle, et que c'était de la peur, les gens achetaient de la peur à ce moment-là sur le marché, eh bien j'ai réussi à avoir une petite chandelle où j'ai pu acheter quelques Ethers, et 3-4 minutes après, je vous parle vraiment de minutes, l'Ether que j'avais réussi à acheter à 1900 lors d'un ordre, d'une vente au marché, je l'ai revendu à 2400 $, ouais, peut-être à peu près 5 minutes après, sur Binance en plus, donc sur une plateforme que beaucoup d'entre vous connaissent. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent jouer le risque et ceux qui ont également conscience que si ça descend à 1400 et que ça reste à 1400, vous avez acheté à 1009 et vous avez perdu. Faut en avoir conscience. Mais quand on voit que ce n'est plus simplement une correction, mais que c'est bien de la panique qui est en train de se dérouler et que vous êtes dans une situation qui vous permet de prendre du recul et de vous dire, bon, il y a peut-être 2-3 bonnes choses à acheter, ça peut permettre de laisser traîner des ordres. En attendant, si vous voulez calculer quel sera le point le plus bas que ça peut toucher, déjà n'essayez pas de le calculer mathématiquement,
parce que vous l'avez compris, il y a un effet de peur, donc c'est vraiment un jeu, ça pour le coup, d'aller chercher vraiment des chandelles au plus bas, et c'est vraiment pour revendre très peu de temps après. Comme me disait Xavier Fenot, que je remercie et qui m'a donné beaucoup d'éléments, normalement, pour une personne qui n'a pas une compétence très précise du marché à haute fréquence et donc d'un cours qui bouge très vite, c'est tout simplement irrationnel d'essayer de rattraper un couteau qui tombe. Pour deux raisons. Premièrement, vous prenez beaucoup de risques à rattraper un couteau qui tombe. Je pense que l'expression parle d'elle-même. Mais en plus de ça, vous êtes sur une tendance baissière. Donc même si vous arrivez à avoir le point le plus bas, ce qui est un miracle, c'est vraiment de la chance si vous arrivez à l'attraper, comme vous êtes dans une tendance moyen terme qui est baissière, il va falloir, dès que ça remonte, le revendre. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent s'amuser à choper cette panique, cette peur, et la revendre quelques minutes plus tard quand on sera dans une configuration un petit peu plus rationnelle. Globalement, pour 90% du marché, et pour probablement toutes les personnes qui me regardent, ne vous amusez pas à le faire. Par contre, le regarder peut vous permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe quand il y a des effets d'emballement sur la vente ou même sur l'achat sur les marchés. Pour finir, et pour ceux qui veulent vraiment essayer de profiter d'une crypto-monnaie pas trop chère et de surfer sur ce marché quitte à prendre plus de risques, sachez que la plupart des gens s'accordent à dire que si vous arrivez à acheter du Bitcoin entre 30 et 31 000 $, vous aurez un très bon prix d'entrée. Par contre, si on va briser cette limite et qu'on va rester durablement sous les 29 000, on risque d'avoir la sortie de ce bull run d'un point de vue mathématique, des institutionnels qui vont débouquer, énormément de gens qui vont vendre et naturellement, on devrait avoir un cours qui va tendre plus vers le 20 000 $ que vers le 60 000 que beaucoup de gens guettent et espéraient revoir dans les prochains mois. Autre point les amis, c'est le fait de se détacher des réseaux. Déjà parce que ça vous affecte mentalement, et plus vous êtes affecté mentalement, plus vous faites une mise à jour constante de votre portefeuille, plus ça va juste vous faire prendre de mauvaises décisions à de mauvais moments. C'est-à-dire que suivre son portefeuille, c'est-à-dire avoir un suivi actif, mais pas de prise de décision, ça entache juste votre mental. Soit vous regardez les cours, et en fonction du signal que ça vous envoie, vous prenez une décision, mais refresh votre bloc folio toutes les 5 minutes, pendant 3 jours, voir que les cours s'effondrent, paniquer de plus en plus et ne prendre aucune décision, c'est juste anxiogène, ça ne sert à rien. Vous devez avoir maintenant votre stratégie, être capable de vous dire à ce point-là, je fais ça, à ce point-là, je fais ça, et être alerté par votre téléphone quand vous atteignez des points clés, un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous pour vous laisser le temps de réagir évidemment, qui vous permettent ensuite d'aller prendre les bonnes décisions et d'appliquer votre stratégie. Mais éloignez-vous de vos écrans. Et ça pour le coup c'est exactement ce que m'a dit Xavier, mais aussi Stéphane Ifra, mon collègue de chez Napoleonix. Il faut avoir conscience de tout ça. Le dernier point pour les traders les plus confirmés, c'est qu'il n'existe pas que le marché de la crypto-monnaie. C'est un marché où il faut savoir reconnaître les tendances. On était dans une tendance haussière assez forte et aujourd'hui on est dans une phase décisive qui va soit confirmer une nouvelle tendance haussière, soit l'invalider totalement pour retourner dans un marché beaucoup plus calme pendant une certaine période, tout du moins, il faut être capable de comprendre qu'il y a des moments où on peut s'exposer à ce marché et des moments où il n'a pas le vent en poupe, ou alors la lecture de ce marché est trop complexe, trop floue, avec beaucoup trop de bruit, et qu'à ce moment-là, on se rapproche de plus en plus du gambling que du vrai investissement réfléchi et rationnel. Il faut donc être capable de diversifier son portefeuille, pourquoi pas en s'exposant un peu moins sur les crypto-monnaies et un peu plus sur d'autres classes d'actifs qui vous correspondront au moins du temps qu'il y a un nouveau cycle intéressant à étudier sur le Bitcoin. Cette vidéo est très dure à faire pour moi. Elle est très dure à faire pour moi déjà parce que je ne suis pas un analyste technique. C'était très mignon mais j'étais sur un ton beaucoup plus sérieux à la base. Ce qui est très difficile pour moi, c'est que je ne suis pas un analyste technique. J'en fais malgré moi parce que j'ai pas le choix de suivre ce marché sur lequel je suis et sur lequel je travaille. Malgré tout, ce n'est pas mon job. Et énormément de gens ont trouvé beaucoup d'analystes techniques, des personnes qui étaient débutants, qui ont commencé à dire ouais ça va monter, ça va ci, ça va là. Ces influenceurs ont complètement perdu le fil avec leur communauté, ne tiennent pas la barre et il n'y a que quelques influenceurs qui ont réussi à donner des bons conseils à leur communauté et surtout leur faire prendre les bonnes précautions pour se protéger. Et du coup, énormément de gens viennent me voir et me disent ouais j'aurais dû faire ça, j'ai pas écouté, du coup moi j'ai tout perdu, on m'a dit que ça allait monter, que je pouvais pas perdre et je me retrouve non seulement dans un moment où j'ai vraiment besoin pour maîtriser ce que je fais, de mettre une certaine distance entre le marché et moi pour essayer de rester justement constructif, rationnel et maximiser mes positions, mais également ce que je fais tous les jours. Et en parallèle, la communauté vient et me demande énormément de choses sur la spéculation. Ça va monter, c'en est où, comment ça marche. Donc c'est assez dur pour moi de jouer l'entre-deux. Le fait de personnellement mettre une distance, mais d'être quand même présent et d'essayer d'aider les gens qui en ont le plus besoin. Quand j'entends certaines histoires, les amis,
c'est ça qui m'affecte le plus aujourd'hui, de personnes qui n'ont rien écouté, qui n'ont rien sécurisé, qui sont tombées sur, on pourrait presque dire, un gourou sur YouTube qui leur disait « Oui, vas-y, tout va acheter » ou encore une personne sur un autre réseau qui n'a jamais mis en garde et qui leur faisait acheter un peu tout et n'importe quoi, des petits altcoins, et que cette personne a tout perdu. Évidemment, ça m'affecte. Alors bien sûr, maintenant, je sais mettre des distances entre ce que je vis, ce que j'entends et ce que je suis, mais c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. J'aimerais vivre dans un monde où je peux donner les meilleurs conseils et vous dire voilà, le point maximal de Bitcoin sera ici, le minimum sera là, vous devez acheter tant ici à telle heure et vous revendrez tant. Mais c'est pas possible, non seulement pour les professionnels, qui normalement, les influenceurs sérieux vous le diront et essayeront de vous le faire comprendre, et attention quand vous tombez sur des gens qui ont un discours unilatéral, qui ne vous disent pas que c'est les deux côtés de la pièce. C'est sûr que c'est toujours compliqué de dire ça peut monter, ça peut descendre, mais en fait c'est ça, la vie. C'est pas 0, c'est pas 1, c'est un curseur et en fonction des informations que l'on va avoir, on va pouvoir orienter son curseur et essayer de se positionner un petit peu mieux. Faites donc très attention quand vous tombez sur quelqu'un qui vous dit toujours c'est blanc ou noir, c'est rarement le cas. Les amis, c'est sur ces mots que je vous laisse. Vous me retrouverez du coup d'ici 48 heures sur ma chaîne secondaire pour vous parler de l'actualité qui a engendré du coup ce mouvement baissier. Mais je vous ferai une petite vidéo sur ma chaîne principale d'ici quelques jours pour vous expliquer ce qui s'est passé avec YouTube et pourquoi ma chaîne a un vrai risque d'être supprimée définitivement. Encore une fois, c'est une question algorithmique, hein, donc je me suis pris des strikes qui ne sont pas des strikes communautaires, c'est bien l'algorithme de YouTube qui a dit sur 2 de mes vidéos. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en description. Votre avis, c'est le plus important. Mon salaire, c'est le pouce bleu. Et alors là, ça, c'est vraiment des primes. Quand vous cliquez sur « Je m'abonne », ne vous inquiétez pas, ce n'est pas payant. Vous pouvez vous abonner pour avoir les notifications et savoir quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. C'était Asher et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.